Bonsoir Marc Adam. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes sur la scène de l'Opéra Toulon pour cette production dont vous mettez en scène Si j'étais roi de Adolphe Adam. Rien à voir. On peut le penser. Je me suis longuement demandé si on n'allait pas faire un gag et dire qu'il y a un lien familial, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, voilà, les choses sont dites. Voilà. Alors, Si j'étais roi, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire justement dont vous mettez en scène? Oui, alors je vais la raconter en quelques mots. Nous sommes à Goa, en bord de mer, dans un village de pêcheurs. Le pêcheur Zéphoris, qui est en même temps le héros de l'histoire, a sauvé 8 mois auparavant une jeune femme de la noyade dans la mer proche. Elle a disparu au moment où il l'a déposée sur le sable. Elle a disparu relativement rapidement et depuis ce temps il pense à elle. Il est tombé amoureux d'elle et se demande qui est-elle. Une princesse, une fille de famille de pêcheurs, et ne la retrouve pas, il est malheureux. Ne pêche plus de poissons comme auparavant, et plaint par sa sœur, et plaint par son ami. Et s'endort un soir malheureux sur la plage et crie dans le sable « Si j'étais roi ». Comme le hasard, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, que se passerait-il? Le hasard faisant bien les choses, le roi et sa cour, alors nous sommes pas à notre époque, on est au 19e siècle, le roi et sa cour passent par là et voient ce pêcheur endormi dans le sable. Le roi, ainsi que la princesse Néméa, sa cousine, voit ce qu'il a écrit. Le roi trouve ça très très amusant et dit à ses gens « mais dites-moi, on va le prendre avec nous et on va faire en faire le roi d'un jour. Je lui passe ma couronne, vous allez obéir à toutes ses instructions, je serai le Premier ministre et ce sera lui le roi ». Les autres sont un peu choqués. Le roi dit en même temps, et ça c'est peut-être la clé de l'histoire, dit « ce sera peut-être l'occasion d'apprendre des choses que j'ignore sur la façon dont les affaires du royaume sont menées, c'est-à-dire par les ministres ». Il l'endorme, alors qu'il est déjà endormi, mais enfin lui colle un narcotique un peu plus puissant pour être sûr qu'il dorme, le ramène au palais. Nous trouvons au deuxième acte et nous sommes dans le palais. Le pêcheur Zéphoris, tout à coup habillé en roi, se réveille et se demande naturellement où il se trouve, qu'est-ce qui se passe. Il est dans le palais, une série de choses se passent, notamment le Conseil des ministres, où il apprend que le roi, bien sûr, fait tout, le vrai roi fait tout absolument comme il faut, que les pêcheurs sont heureux. Il contredit chaque indication du Conseil des ministres et le roi est étonné à chaque fois. Et il apprend enfin que un des ministres a fait déménager la flotte de l'île, qu'elle ne pourrait en cas d'attaque donc plus se défendre. Or lui avait vu quand il était pêcheur que des navires portugais s'approchaient et s'empresse d'ordonner que la flotte revienne. Au grand déboire du prince qui a ordonné la fuite de le départ de cette flotte, qui est en même temps amoureux de la cousine du roi et qui veut sa main et que le roi est prêt à lui donner. Mais Zéphoris le pêcheur a reconnu en Néméa, la cousine du roi, la jeune femme qu'il avait sauvée et ordonne une grande fête et annonce son mariage au cours de cette fête. Là, ça va un peu loin pour le roi lui-même et pour Cadour, il le rendorme, le ramène sur sa plage. Le prince Cadour veut donc se marier au cours de la même cérémonie avec la princesse qui, elle, refuse et retrouve au troisième acte le pêcheur Zéphoris sur la plage de Goa pour lui exprimer tous les regrets qu'elle a de s'être jouée de lui puisqu'elle l'avait charmé au palais, c'était les instructions du roi, et tombe de fait amoureuse de lui puisqu'elle s'est rendue compte, elle avait promis sa main, j'ai oublié ça tout à l'heure, elle avait promis sa main à celui qui l'avait sauvé. Et le prince Cadour, ayant espionné Zéphoris, avait appris comment il l'avait sauvé, s'était fait passer pour son sauveur, ce qu'elle n'apprécie pas. Zéphoris l'avait sauvé, il n'est pas de sa condition, mais malgré tout, elle décide de rester avec lui, d'autant plus qu'il a sauvé le royaume, ce qui est l'occasion
en faisant rester la flotte à Goa, ce qui est l'occasion pour le roi de donner la main de sa cousine et de les marier l'un et l'autre. Ça, c'est la pièce, telle qu'elle est écrite. C'est une très belle histoire, ça finit bien. Alors, c'est une très belle histoire, magnifique même, magnifique, avec une très très belle musique et de très beaux airs. On est dans un opéra comique, donc il y a beaucoup de dialogues, enfin quelques dialogues aussi, que notre équipe dit très bien d'ailleurs. Est-ce que ça finit bien? Oui, ça finit bien, puisque ça se termine par peut-être un mariage, ça, ce sera le point d'interrogation que j'essaierai. Personne ne meurt, non, voilà. Personne ne meurt, personne ne meurt. Le seul qui aurait pu mourir, mais c'était interdit à l'époque de faire mourir des princes ou des nobles sur scène à l'opéra comique, donc il ne meurt pas, ça aurait été Cadour si le roi l'avait condamné pour sa trahison. Il ne l'a pas condamné, donc il ne meurt pas, ça n'aurait pas été possible. Alors la question pour le metteur en scène, ce qui se pose, c'est comment raconter une histoire. Parce que vous la racontez très bien. Oui, là, je vous remercie. Après, oui, je vous Il remercie. faut la raconter sur scène. Il faut la raconter sur scène. Il faut la raconter sur scène. La difficulté est double. Enfin, il y a deux difficultés comme toujours à l'opéra. Comment raconter une histoire à l'opéra qui souvent date ou du début du XXe ou encore plus souvent du XIXe ou même avant, avec un point de vue d'aujourd'hui, sans trahir l'œuvre, sans nécessairement la transposer, ce qu'on peut faire assez facilement souvent. Ça, c'est une chose. Et la deuxième difficulté, c'est que c'est un ouvrage que personne ne connaît, puisqu'il n'a pas été donné en France depuis 35 ans, je pense, à peu près. Et la fois d'avant, ça doit être encore une fois 50 ans auparavant, alors que c'était très souvent joué en 1852, ou au moment de la création et après. Mais parmi les ouvrages d'Adolphe Adam, ce n'est pas celui qui est resté le plus dans nos répertoires. Il l'aurait vraiment mérité. Encore une fois, c'est vraiment une très belle histoire, une musique magnifique et un livret qui tient la route. Donc là, j'ai choisi... Alors, l'actualité, c'est ça. Hein, je veux dire, ce que font les puissants aujourd'hui, parfois, on se demande aussi ce qui se passe et on se dirait un peu plus de transparence serait bienvenu. Donc Zéphoris qui lui raconte ses 4 vérités au roi pendant un conseil des ministres, pendant sa journée de royauté, ça peut être tout à fait actuel, comme propos. Donc ça pourrait être le point de vue d'aujourd'hui. Et puis la transposition, qui chez nous n'en est pas vraiment une, puisque vous voyez derrière nous, on a une des toiles qui marque quand même l'époque. Là, on est au 19e, et bon, là, elle n'est pas éclairée, ça doit être un peu brutal comme lumière. Dans le spectacle, c'est beaucoup plus beau, je dirais. C'est comment faire raconter qui serait un Zéphoris de nos jours. Qui serait un Zéphoris de nos jours. Alors donc là, j'ai choisi avec mon équipe, Roy Span, notamment mon décorateur, de me transposer dans un très bel endroit qui est un musée ou un palais-musée dans lequel nous sommes. Zéphoris n'est pas un pêcheur de l'époque, au départ, et il est aujourd'hui donc, puisque nous sommes aujourd'hui, il est un technicien d'entretien, un technicien de surface de ce musée, et voir régulièrement une jeune femme qui étudie les arts plastiques, qui étudie une toile et qui essaie de la reproduire en exercice. Elle l'ignore, puisqu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Elle s'en va, il tombe, il regarde cette toile, l'approfondit, s'endort et commence à se projeter dans la toile et à rêver à l'histoire, et on se retrouve transposé. On se retrouve comme ça, par magie pratiquement, ou par la magie du théâtre, transposée dans l'histoire, celle-ci se trouvant vraiment au 19e. Comment vous avez cette idée ? Voilà. Je cherche toujours, quand je monte, quand je fais beaucoup d'opéra et quand je mets en scène, enfin je fais surtout de l'opéra, je cherche toujours un angle d'attaque. Et là, j'avais envie de raconter l'histoire du point de vue de Zéphoris, donc de ce pêcheur, de son point de vue. Je n'avais pas envie de raconter son histoire, j'avais envie de raconter l'histoire de son point de vue. Et pas tout à fait pareil.
Et l'idée nous est venue comme ça. Voilà. Et j'avais envie de trouver un parallèle, même s'il est court, avec aujourd'hui. Encore une fois, l'histoire, il se plonge, en rêvant, il se plonge dans une histoire qui le transpose à la fois dans le temps et à la fois ailleurs, hein, puisqu'on pourrait être aujourd'hui, mais il se transpose à Goa. Et voilà. Aussi simple, c'est aussi simple. C'est important justement de donner ce côté actualité aussi au public dans une mise en scène. Non, actualité non, parce que je pense que bon, on peut devenir, en forçant le trait, on peut devenir très vite didactique, et j'ai pas du tout envie d'être didactique, et c'est pas du tout le propos de l'ouvrage ici. Hein, c'est un opéra comique, c'est presque une opérette. Certains guides de l'opéra vous l'indiqueront comme opérette. C'est pas une opérette, c'est un opéra comique. Il y a une très belle musique, des textes drôles, parlés, vraiment amusants, qu'on a légèrement, pas adaptés, mais coupés, parce que sinon on aurait des textes beaucoup trop longs, mais très légèrement encore. Donc c'est ce contexte-là que je voulais rendre. Hein. Je n'ai pas envie de faire une transposition qui martellerait je ne sais quoi. J'aurais pu faire une transposition, alors pour vous donner un exemple, j'aurais pu me dire, voilà, nous sommes à Toulon. Finalement, Toulon, je vous la raconte autrement, l'histoire. Toulon, c'est un port militaire. Il y a dans le port, quand on se promène dans la rade, des épaves de bateaux militaires. Zéphoris est un marin qui travaille au démantèlement de ces épaves. Et il y a une jeune femme qui passe régulièrement sur la plage, puis sur le bateau, qui tombe du bateau, qui manque se noyer. Qu'il ramène sur la plage, l'ayant ainsi sauvée, et ne s'arrête plus de penser à elle. Elle disparaît. L'amiral du bateau de guerre, donc l'amiral de Toulon, ou un des amiraux de Toulon, passe dans sa vedette, voit ce jeune marin, donc matelot, quoi, qui a écrit sur le sable « Si j'étais amiral », elle se dit « Oh, ce serait drôle, je l'emmène chez moi et le voilà amiral pour un jour, à donner des ordres et des contre-ordres, et pas dans le bateau en épave, mais sur le Charles de Gaulle, dans le salon d'apparat. » Voilà, on aurait pu le faire comme ça aussi. Et vous, si vous étiez roi, vous ferez quoi alors? Si j'étais roi, oh là là, alors là on est dans une autre discussion. Mais enfin, pour la mise en scène, j'ai choisi de le faire comme ça. Non, mais c'était un petit exemple de façon d'aborder comme ci ou comme ça. Vous pouvez tout faire quand vous êtes metteur en scène avec votre... Vous êtes le roi, puisque vous décidez comment... Voilà, vous êtes le roi. Vous êtes le roi parce que vous pouvez jouer avec les textes, les jeux. Je dois dire aussi, on travaille toujours pour un public. Et je connais un peu le public j'apprécie le public de Toulon pour avoir assisté à divers ouvrages ici, puisque j'étais quelques années directeur de l'Opéra de Nice, donc j'avais l'occasion de venir ici régulièrement. Et je crois que c'est une bien meilleure façon de raconter ça, de toute façon, que ce soit ici à Paris ou à Hambourg, de raconter l'histoire comme ça. Et alors justement, cette histoire-là, elle n'est pas connue du public, puisque vous dites, voilà, ça fait 30 ans, 50 ans. L'opéra n'est pas connu, mais enfin ici, il n'a jamais été donné ici à Toulon, du moins. Voilà, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors justement au public pour le sensibiliser avec cette œuvre peu connue? Je vais leur rappeler qui est Adolphe Adam. Adolphe Adam, on le connaît pour le postillon d'autres ouvrages. Le postillon de Longjumeau, par exemple, qui est un ouvrage assez connu et qui a été régulièrement donné ici certainement aussi, ou qu'on connaît par le ballet. Gisèle, c'est un ballet que tout le monde, pour le coup, connaît, c'est populaire, c'est un ballet d'Adolphe Adam. Donc on peut dire au public, vous allez entendre une très très belle musique, et là on ne les trompera pas, c'est vraiment une très belle musique. Donc des beaux airs, une belle distribution ici de la part de la maison, donc des artistes qui sont à la fois excellents chanteurs et très bons acteurs. Donc tout ça, c'est de bonnes raisons. C'est un opéra comique. On peut venir pour écouter de la musique, s'amuser et réfléchir un peu avec nous.
Et réfléchir peut-être un peu moins aussi de choses sérieuses. Ça, c'est à chacun de voir. À chacun de voir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la mise en scène après cette direction de l'opéra? Non, moi j'ai toujours fait de la mise. Je ne suis pas venu à la mise en scène par la direction, c'est le contraire. J'ai d'abord fait de la mise en scène et je suis venu de la mise en scène à la direction. Mais maintenant j'ai arrêté la direction, je ne fais plus que de la mise en scène. Ouais. Vous êtes retourné aux sources? Je suis retourné aux sources. Ouais, côté artistique. Voilà. Oui, mais la direction c'est artistique aussi, vous savez. La direction, vous étiez en interview avec le directeur. C'est un travail artistique. Hein. C'est la façon dont on s'imprègne et dont on s'intègre dans une ville. Et alors, quelle est l'approche que vous avez avec l'équipe, avec les artistes? Comment vous leur communiquez la mise en scène que vous avez envie de... Je leur explique que le premier jour, le déroulement est relativement classique, enfin classique pour nous au moins. Vous rencontrez les artistes, vous faites une présentation du projet à l'aide d'une maquette pour expliquer ce que sera le décor qu'ils ne connaissent pas encore, ce que seront les costumes qu'ils ne connaissent pas encore. Vous parlez de votre façon d'envisager, vous expliquez votre façon d'envisager l'ouvrage en général et vous donnez des indications sur chaque personnage, ses couleurs, ses facettes, ses humeurs, ses rapports avec les autres. Vous travaillez bien sûr avec le chef, j'ai travaillé très en amont avec notre chef d'orchestre, Robert Thuory, à savoir notamment, c'est un projet qui date d'avant Covid, hein, donc ça fait un moment qu'on avait travaillé ensemble, à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on garde l'intégralité de la musique, est-ce que nous faisons des coupes, que faisons-nous, comment présentons-nous ça au public. Il existe très peu d'enregistrements, j'en connais deux. Les deux ont fait des coupes vraiment très importantes dans la musique. Donc ceux qui retrouveraient le disque, qui doit être difficile à trouver, mais qui l'entendraient via, je ne sais pas, Deezer ou Spotify, il y a des coupes sévères là-dedans, donc on n'entend pas l'œuvre intégrale. Et nous, on a choisi, non pas par conviction puriste, mais par choix de qualité, par conviction de la qualité de la musique, de garder l'intégralité de la musique et la quasi-intégralité du dialogue parlé. Ce que j'ai coupé dans le dialogue parlé, ce sont plutôt des formules vieillottes maintenant qui me passeraient moins bien, c'est tout. Mais je n'ai pas adapté le texte, je l'ai gardé aussi. Alors à l'opéra, je me dis qu'on doit pouvoir faire exactement comme au théâtre parlé. Quand on joue une pièce de Molière aujourd'hui ou une pièce de Shakespeare, souvent on coupe des morceaux entiers, des pans entiers, on l'adapte, on l'adapte à notre vision d'aujourd'hui et on trafique, mais dans un sens positif, je dirais, la pièce. Je pense qu'on peut faire ça à l'opéra aussi. On peut faire des coupes, on peut transposer des passages, on peut changer. Ici, on a choisi pour une fois, cette fois-ci, vraiment de ne pas le faire, tout simplement parce que l'histoire tient et qu'elle est bonne et qu'Adam l'a construite avec ses librettistes de manière tout à fait transposable encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc-Adam. Voilà, je vous en prie. Merci. Merci.